Deux pays frontaliers qui, a priori, ont la même culture, la même religion, mais qui ont deux modèles d'intégration diamétralement opposés. En France, à partir d'aujourd'hui, les cours de français pour les étrangers se font presque exclusivement avec l'intelligence artificielle. L'Espagne assume de son côté une politique migratoire humaniste. On en parle avec Didier Durier. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Président du Secours catholique Caritas France, vous avez publié une tribune dans le journal français La Croix. Avec ce titre, veut-on vraiment confier à des robots l'intégration des étrangers? Antoine Declercq, bienvenue à vous également sur TV5 Monde. Vous êtes consultant indépendant, vous avez co-rédigé avec Tania Rachaud un rapport pour le laboratoire d'idées Terra Nova qui a pour titre « Politique migratoire, l'exception espagnole ». Nous verrons pourquoi exception. Didier Durier, nous sommes donc le 1er septembre et depuis ce matin, effectivement, il y a cette nouvelle méthode d'apprentissage du français pour les étrangers en situation régulière, précisons-le, c'est important, régulière. Qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui exactement? Bien, à partir d'aujourd'hui, comme vous le disiez, on parle donc des étrangers en situation régulière. La possibilité d'avoir des formations en présentiel a quasiment disparu. C'est pas tout à fait vrai. Pour les personnes qui seraient vraiment analphabètes ou qui n'auraient jamais fait d'études dans leur pays, il reste une possibilité, c'est à peu près 1/5 des personnes. C'est-à-dire d'être dans une salle avec un enseignant ou une enseignante. Voilà. Et pour les autres, eh ben, ils sont invités à s'inscrire sur une magnifique plateforme et c'est une intelligence artificielle qui va leur dicter comment apprendre le français et qui va évaluer leur niveau avant que les personnes ne passent un examen qui reste nécessaire pour obtenir qui un titre de séjour, qui une naturalisation, qui un permis de travail. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ça, c'est notre expérience de tous les jours. Déjà, il faut voir que les personnes, en général issues de l'immigration, sont des personnes qui ont du mal avec les plateformes informatiques. Ils ont peu d'accès, ils ont en général un smartphone. Alors, allez donc suivre un cours de français sur un smartphone, essayez avec Duolingo pour une autre langue, vous verrez ce que ça donne. Donc, on sait très bien que ces gens-là vont avoir du mal avec l'outil, avec l'accès à Internet, avec la manière dont va être fait la plateforme. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu personnellement, mais je regarderai dès que ce sera possible. Mais je soupçonne qu'elle n'a pas été conçue avec des gens qui vont l'utiliser. Comme on a souvent le tort dans l'administration de faire des plateformes qui ne sont pas faites avec les gens qui vont l'utiliser, donc elles sont compliquées. Donc on se doute très fortement dans tout le milieu associatif, à commencer par nous. Nous, on a à peu près 400 équipes qui font du français langue étrangère, avec à peu près 4000 bénévoles qui s'y investissent, qu'une bonne partie du travail va être déchargé vers les associations. Avant de faire réagir Antoine Declercq, juste une question, parce que celles et ceux qui nous regardent ont déjà utilisé parfois cette intelligence artificielle en allant en vacances en Grèce, en Espagne, en Italie, pour apprendre quelques mots. Mais apprendre bonjour, merci, au revoir, c'est pas la même chose que de s'insérer dans une société, dans le tissu social, aux côtés des Français. Tout à fait. D'autant plus quand vous avez des difficultés d'accéder à ces médias. D'autant plus que quand vous faites des travaux difficiles, assez souvent les exilés qui sont chez nous en situation régulière font des travaux difficiles. Moi ce matin, rue du Bac, on avait des gens qui évacuaient des gravats. Bon bah c'était des gens qui venaient tous de l'immigration, qui parlaient pas français entre eux d'ailleurs. Et ben ces gens-là, vous allez leur dire après votre journée très fatigante, très compliquée, allez donc vous inscrire sur une plateforme. Autant si on fait quelque chose en présentiel, avec de l'accueil, avec quelque chose qui se crée au niveau humain, on va les intéresser. Autant si vous faites quelque chose en informatique, ça ne marchera pas. Et on verra quelles sont les conséquences avec vous dans quelques instants. Antoine Declercq, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire une observation sur le paradoxe en fait de la politique migratoire en France par rapport à d'autres pays, en particulier l'Espagne que j'ai étudié récemment. En France, on a une approche très idéologique de l'immigration. L'immigration, c'est un marqueur politique et donc on peut être pour ou contre l'immigration, ce qui est un petit peu absurde parce que c'est un phénomène qui existe un petit peu indépendamment des politiques migratoires qui sont mises en place. Mais la conséquence de ça, c'est que ça donne lieu à des choses un petit peu absurdes. Cet apprentissage de français, on a d'un côté une exigence plus importante sur l'apprentissage du français, pourquoi pas, pour obtenir un titre de séjour, une naturalisation, et de l'autre, on réduit les moyens qui sont alloués à cet apprentissage du français. Ça n'a pas de sens. De la même façon, il est possible de demander une régularisation par le travail, si on prouve qu'on a un travail, des bulletins de salaire, qu'on cotise, mais d'un autre côté, un employeur n'est pas censé employer un travailleur. Mais vous savez qu'il y a une crise budgétaire, il y a une crise politique, même sans précédent en France, sur ces questions d'argent. Pour vous, il peut y avoir un effet boomerang et payer plus tard beaucoup plus cher ce genre de politique? Oui, si on regarde par exemple l'Espagne, qui a connu un mouvement migratoire beaucoup plus récent que celui de la France, mais finalement plus important, puisque près de 19% de la population espagnole est immigrée, quand c'est à peu près 13% en France. Latino-américain notamment?
une grande partie latino-américain, mais pas que. La communauté marocaine est la première communauté immigrée en Espagne. Il y a beaucoup de Roumains aussi. L'Espagne a une vision plus pragmatique et s'est rendu compte que, compte tenu de son déclin démographique, avait besoin de travailleurs étrangers et donc a mis en place des politiques d'intégration par le travail. Alors pas intégration par le travail, mais sur la question de la langue espagnole, comment ça se passe? Alors sur la question de la langue espagnole, l'Espagne a mis en place des processus d'apprentissage pris en charge par l'État et puis avec des compléments par les associations. Ça, c'est fait par les communautés autonomes, c'est-à-dire les grandes régions espagnoles, qui ont une relative liberté sur le fait de le faire. On n'a pas du tout vu une baisse des investissements dans le processus d'intégration et des velléités de passer par des intelligences artificielles ou des applications pour quelques économies, mais en fait des effets qui sont plutôt délétères à la fois pour la société d'accueil et puis les accueillis. Didier Durier, il me semble qu'on ne l'a pas encore dit, ça concerne combien de personnes en France ? 50 000 personnes en 2024, c'est ce qu'a répondu le gouvernement, qui a eu une question écrite d'une députée. Donc c'était 50 000 personnes. Donc il y en aurait à peu près 10 000 qui seraient encore accueillis en présentiel et 40 000 à qui on demanderait de s'inscrire sur cette magnifique plateforme et qui vont se retrouver, c'est sûr, en difficulté avec cette plateforme et qu'il faudra soutenir d'une manière ou d'une autre. Antoine Declercq disait qu'il y avait beaucoup d'idéologie sur la question de l'immigration en France. Pour vous, cette décision, elle émane du nouveau, par exemple, ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. D'où vient-elle en fait ? En fait, en tout cas, elle n'a pas été discutée au Parlement, cette partie-là, puisqu'il y a eu effectivement une loi, la loi Darmanin, qui est passée, qui, au même moment où presque on relève les niveaux demandés. Vous savez qu'il y a des certifications, A1, A2, B1, B2, C1, C2, 2 niveaux de langue. On relève les niveaux pour avoir une carte pluriannuelle, pour avoir un permis de travail, pour avoir une naturalisation. La somme des deux laisse à penser qu'effectivement, la raison, elle est très politique et que sur un sujet qui, encore une fois, touche peu de personnes en situation régulière et qui travaillent pour la plupart, soit 50 000 personnes, on va compliquer la possibilité et probablement pour des raisons qui ne sont pas forcément liées à la situation économique du pays. Alors, les conséquences, notamment administratives, il va y avoir du nouveau à partir de janvier 2026. Est-ce que pour ces personnes-là, ces hommes, ces femmes, ça va être plus compliqué de renouveler leur carte de résident ? Oui, parce que les niveaux montent, les niveaux de exigés montent. On passe de A1 à A2, de A2 à B1, de B1 à B2. Donc B2, c'est le niveau qu'on demande pour s'inscrire à l'université en France. B1, c'est ce qu'on attend quand vous êtes au lycée. À la fin de pour langue vivante numéro 1, vous devez avoir un niveau B1. Donc, bien sûr que ça va compliquer. Et alors, on a des trucs assez aberrants. On a mis un an à définir les métiers en tension. Métiers pour lesquels les préfets sont sollicités pour être bienveillants dans l'accès à l'emploi. Vous allez avoir des cas où des personnes qui sont sur un métier à tension, un an après, vont pas obtenir le niveau obtenu. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui les auront embauchés et qui se retrouveront de nouveau avec un déficit de personnel ? Enfin, on marche un peu sur la tête sur cette histoire-là. Oui. L'Espagne a fait le choix de ce modèle d'intégration plutôt humaniste. C'est ce que vous écrivez. Vous avez évoqué les raisons économiques, raisons démographiques également. Vous les avez évoquées ? Oui, c'est ça. Ce que la France connaît là cette année, avec pour la première fois une population, un solde naturel qui va être négatif. L'Espagne le connaît depuis une quinzaine d'années. Et l'Espagne a un modèle redistributif, tout comme la France, et donc a besoin d'actifs pour payer les retraites des inactifs. Et donc ça peut pas se faire sans de l'apport de main-d'œuvre, de gens qui cotisent. Et l'Espagne a résolu cette difficulté en faisant appel au travail des étrangers. C'est le pragmatisme. C'est un pragmatisme. Alors, l'Espagne l'a fait depuis de nombreuses années en régularisant de façon très importante les personnes sans titre de séjour déjà présentes sur son territoire. Y compris avec la droite ? Y compris sous les gouvernements de droite. Donc, depuis les années 90, l'Espagne a régularisé presque 1,5 million de personnes et s'apprête à régulariser près de 900 000 personnes dans les 3 années à venir. Ça paraît presque impensable d'avoir même ce débat-là en France, alors que c'est une nécessité à la fois démographique pour payer les retraites et puis économique pour soutenir la croissance d'un pays. Mais vous dites que l'opinion espagnole est largement favorable. Ça peut surprendre quand on connaît le contexte et les crispations de par l'Europe. Il y a d'ailleurs un parti d'extrême droite important en Espagne. Vraiment largement favorable ? Oui, si on regarde, on compare les opinions vis-à-vis de l'immigration dans tous les pays d'Europe. L'Espagne est un pays qui montre une opinion des plus favorables parmi les pays européens, malgré la présence d'un parti d'extrême droite, Vox, qui est la troisième partie politique en Espagne. Il faut se souvenir que l'Espagne a été un pays d'émigration aussi, donc on a aussi cette culture
culture, cette compréhension de ces phénomènes migratoires, et puis beaucoup moins d'associations avec les problèmes d'insécurité, et puis beaucoup moins d'idéologie autour de ce phénomène. Et donc on a une acceptation de l'immigration de travail en particulier, à partir du moment où les gens viennent pour travailler, contribuent à la société espagnole, d'un point de vue économique, social et culturel. L'acceptation est beaucoup plus grande en Espagne. Vous dites moins d'insécurité, mais alors certains pourraient vous rétorquer que l'Espagne n'accueille pas des migrants venant de pays en guerre, traumatisés avec des pathologies psychiatriques et passe à l'acte avec des attaques, comme on a vu par exemple en Allemagne ou notamment en Grande-Bretagne. Ça joue aussi. Oui, l'Espagne n'accueille pas forcément de Syriens, d'Afghans, sans faire Alors l'Espagne accueille un peu moins d'Afghans que la France, mais accueille des Syriens, accueille beaucoup d'Ukrainiens, accueille des ressortissants de beaucoup de pays latino-américains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Amérique latine, la Colombie, la violence existe. Venezuela, Colombie, etc. Donc je crois que c'est un raccourci... C'était pour préciser vraiment plutôt qui est utilisé par les politiques un peu instrumentalisé. Le rapport entre immigration et insécurité, il a été étudié de fond en comble avec des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur et il montre que la criminologie de l'immigration est absolument exactement la même que celle dans la population d'un pays d'accueil. Une réaction, l'Espagne, une exception européenne. Alors il y a l'Irlande aussi qui fait figure en matière de modèle entre guillemets humaniste et d'exemple. Je crois qu'il y a 8 pays dans l'Union européenne sur les 27 qui ne demandent pas de niveau ou qui font des choses comme le Danemark en disant il faut le danois ou l'anglais, ou le suédois, ou le norvégien. Bon, donc il y a des solutions, et c'est pas que l'Espagne. L'autre point important, c'est que même en France, des sondages que j'ai pu voir, les Français sont favorables à l'intégration par le travail. C'est pas quelque chose qui est unique à l'Espagne. Simplement, en amalgamant tout, en évitant de dire que c'est des personnes en situation régulière et qui, pour l'essentiel, travaillent, on est clairement dans une décision qui est politique et non pas économique et qui ne reflète pas, je pense, ce que pense... On a vu dans des villages des Français soutenir, par exemple, le maintien d'un apprenti boulanger ou d'un boulanger. Didier Durier, vous avez décidé de saisir la justice avec le Secours catholique Caritas France, mais aussi la CIMAD, la Fédération des centres sociaux et socio-culturels. Vous avez de l'espoir que cela change ? Oui. Donc on saisit le tribunal administratif de Paris à ce stade, et oui, on a l'espoir que ça change, parce que nos arguments sont tellement solides, et on peut le prouver à tout moment, il suffit d'aller voir une de nos équipes sur le terrain, qu'on pense qu'on a des chances, oui. Les résultats sont là, vous le dites, un PIB à la hausse en Espagne ? Oui, l'Espagne, c'est un PIB, une croissance de PIB parmi les plus importantes de l'Europe. Beaucoup de pays d'Europe, dont la France, regardent vers l'Espagne en disant, mais comment font-ils ? L'Espagne l'explique par 3 facteurs. D'une part, les investissements européens importants qui ont été faits depuis la crise du Covid. D'autre part, la bonne santé d'un certain nombre de secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Et puis troisièmement, par l'immigration. L'Espagne dit 40% des nouveaux emplois créés en Espagne l'an dernier ont été occupés par des travailleurs. Mais avec quel salaire ? Alors, à bas coût ou égal aux Espagnols ? Le SMIC espagnol et les salaires sont un petit peu inférieurs à celui de la France, mais les salaires ont beaucoup augmenté ces dernières années en Espagne. Certes, les conditions ne sont pas idéales, il ne faut pas idéaliser la situation espagnole et dire que la vie des immigrés en Espagne est absolument rose. Par exemple, dans le secteur agricole, on sait que les conditions de vie sont extrêmement précaires, en particulier en Andalousie, au moment des récoltes. Donc, tout n'est pas rose, mais on a néanmoins une vision de l'immigration qui paraît beaucoup plus apaisée, pragmatique, en particulier cette vision de cet apport économique qu'en France. Et donc, pour nous, ça peut inspirer le type de débat qu'on devrait avoir en fait en France. Et un débat qu'on aborde ici même ce soir dans ce grand angle, à tout juste une semaine de la journée internationale d'idées durées de l'alphabétisation, 8 septembre prochain, donc le lundi, à l'occasion, il y aura une mobilisation un peu partout en France. Bon, ça risque d'être éclipsé par l'actualité politique, on imagine, il y a le vote de confiance ou du gouvernement. Oui. Bon, on espère quand même, on offrira aussi la possibilité de se connecter à distance pour en creuser un peu plus le sujet. C'est la journée de l'alphabétisation, c'est important. On n'est peut-être pas maître du choix de M. Bayrou de son vote de confiance. Écoutez, voilà, cette occasion... En tout cas, la date est là et ça sera l'occasion pour qui est intéressé d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Merci beaucoup Didier Durier et merci beaucoup à vous Antoine Declercq d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion d'en reparler. C'était important pour nous aussi, la chaîne de la francophonie.